Alors bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous donner 3 exemples de sociétés cotées qui ont des actifs cachés. On va regarder quels sont les avantages d'avoir des actifs cachés pour une société, à qui profitent ces avantages. Voilà, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté, je vous dis donc à tout de suite. Alors les actifs cachés, donc avant de commencer, je vous rappelle que je suis actif quasiment tous les jours sur Twitter. Donc si vous voulez voir des contenus sur la bourse, sur le stock picking, vous pouvez me suivre ici puisque je publie tous les jours. Alors dans cette vidéo, on va regarder les actifs cachés. Donc c'est quoi? On regardera des exemples. On regardera quels sont les intérêts d'avoir de sociétés qui ont des actifs cachés en portefeuille. Et à la fin, je ferai une conclusion. Alors les actifs cachés, donc c'est quoi? Donc comme son nom l'indique, c'est un actif. Donc c'est-à-dire que c'est ce que possède la société. Et puis caché, alors pourquoi est-ce qu'on indique le terme caché? Parce qu'il est bien en fin de compte dans les comptes, mais on estime qu'il n'est pas à sa juste valeur, à la valeur actuelle. On estime que la valeur actuelle est probablement supérieure à la valeur qu'il y a dans les comptes. C'est pour ça qu'on parle d'actifs cachés, sous-entendu, il y a un potentiel de création de valeur qui se retrouve dans un actif spécifique. Alors, où on peut les trouver, donc ces actifs cachés? Mais en fin de compte, il faut aller descendre dans les comptes, donc il faut aller regarder les comptes de la société, et puis il y aura donc une valeur qui sera inscrite au bilan, et nous, on estimera, comme je l'ai dit, que la valeur actuelle, elle est probablement beaucoup plus forte que cette valeur qui est inscrite au bilan. Et cela concerne donc quel type d'actifs? Je dirais, en fin de compte, tous les actifs sont potentiellement concernés, donc ça peut être les stocks, en fait, que possède la société, ça peut être une marque, en fait, que possède la société, une participation financière, ou tous les actifs qui peuvent servir à l'exploitation. Donc en bourse, on parle parfois d'investir dans des sociétés qui s'appellent des jeux d'actifs, tels que ça a été notamment mis en avant par Peter Lynch. Et pour pouvoir vous réexpliquer ce que c'est les différents types de sociétés qui existent en bourse dans la catégorie des jeux d'actifs, ce que je vous propose tout de suite, c'est d'aller visionner l'extrait d'une webconférence que j'avais faite gratuitement aux abonnés à ma newsletter, où on va revenir sur ça, les actifs cachés, et notamment à travers 3 exemples. Après, j'ai reçu des questions sur les différentes actions qui existent, et je vous rappelle les 6 types d'actions qui existent, qui sont évoqués donc dans un bouquin de Peter Lynch, qui s'appelle Si vous en saviez assez pour gagner en bourse. Donc j'avais fait une vidéo là-dessus, sur les 6 catégories d'actions décrites par Peter Lynch, donc cette vidéo elle est là, vous l'avez sur YouTube. Donc en gros, vous avez la première catégorie qui est divisée en 3 segments, qui sont les sociétés de croissance. Alors soit c'est un peu lent, soit c'est moyen, soit c'est rapide. Après vous avez une 4e catégorie qui sont les sociétés avec des jeux d'actifs, donc typiquement des actifs cachés. Alors vous pouvez cocher plusieurs cases, vous pouvez avoir une société qui a une croissance par exemple moyenne, on va dire le moyen c'est vers les 8%, 8, 10, 12% c'est moyen plus, le lent c'est au-dessous de 4, 3 dans ces eaux-là. Puis le rapide, c'est les 20, 25, 30% par an. Voilà. Mais vous pouvez avoir des sociétés qui cochent les 2 cases. Donc des actifs cachés, qui sont dans les comptes mais pas à la vraie valeur, puis qui font une croissance par exemple de 8% par an. Ok, vous pouvez avoir ça. Vous avez les sociétés qui sont cycliques, donc ça c'est les plus durs à avoir. Donc les cycliques, c'est les sociétés qui ont des résultats qui vont dans leur cycle de vie, qui vont monter et puis descendre. Ça peut même passer par des moments où il y aura des pertes pendant 1 an, 2 ans, puis après ça remonte, il y a des super profits. Donc ça en bourse, c'est des boîtes qui font du yo-yo, puis c'est des boîtes qui peuvent faire en fait du moins 75, puis du x5 en 2 ans, par exemple, c'est des boîtes qui font ça. Forcément, ça c'est compliqué, parce qu'il ne faut pas rentrer au mauvais moment, ni sortir au mauvais moment, donc voilà. J'ai des questions là-dessus, donc on y reviendra. Puis vous avez les sociétés qui sont en redressement, c'est-à-dire des sociétés qui étaient peut-être en limite faillite, ou qui faisaient trop rien, puis d'un coup elles passent dans de la croissance ici, voilà, plus ou moins lente, moyenne, rapide. Ok. Donc voilà, donc ayez bien à l'esprit, quand vous avez vos portefeuilles, puis vous allez regarder vos sociétés, comment je vais m'exposer au cyclique? Est-ce que tel truc que j'ai, c'est du cyclique? Comment je vais m'exposer à du moyen? Ou est-ce que je fais du redressement ou pas? Alors, il y a une première question, qui est donc sur une société qui s'appelle Steph, qui est donc le leader européen de livraison, en fin de compte, en température dirigée, donc on va dire de moins 25 degrés jusqu'à plus 15, à peu près, donc surgelé jusqu'au chocolat, voilà. Donc il y a une question sur le foncier de Steph. Donc le foncier de Steph, on l'a effectivement dans les comptes, donc comme l'a dit ici l'abonné qui me pose cette question, donc il voit qu'il y a 2 milliards de foncier, donc effectivement c'est ça, il y a 2 milliards bruts de foncier qui sont donc amortis, ce qui fait qu'en valeur nette, il y a beaucoup moins. Alors il les trouve au bilan, donc là il m'a donné l'extrait du bilan 2022 avec l'annexe qui montre ici. Donc ici vous avez bien la partie bilan en fait de Steph avec ce qu'il y a dans les actifs immobilisés. Vous avez donc
Terrain et construction, en 2020, il y avait 1,6 milliard. En 2021, il y avait 1,8 milliard. Puis en 2022, il y a quasiment 2 milliards. Et on peut penser qu'en 2023, il y aura plus, puisque Steph continue tous les ans à racheter du monde, des concurrents, et ils achètent le foncier. Donc on est peut-être à 2 milliards, 2 milliards 2, 2 milliards 1, là pour 2023. Voilà. Et il me pose cette question, vu qu'il y a les 2 milliards, puis qu'en gros en bourse, ça vaut 1,5 milliard, 1 milliard 4, 1 milliard 5, il a tendance lui à vouloir les ajouter à la capitalisation, ou alors estimer que cette valeur de 2 milliards brut dans les comptes, c'est-à-dire que si c'était... oui, je reviens sur... Ça veut dire quoi, valeur brute? La valeur brute, c'est historiquement, Steph achète depuis des décennies son foncier. Il l'achète et puis il l'exploite. Okay, donc c'est mis dans le bilan dans la partie immobilisée et il le met au coût historique. Il ne fait pas une réévaluation du foncier comme peuvent le faire des foncières. Donc le coût historique, ça veut dire que dedans, dans les 2 milliards, il y a peut-être des entrepôts et des terrains qui ont été achetés il y a 30 ans, qui ont été achetés à une valeur de, je sais pas moi, par exemple 1 million de francs à l'époque, puis c'est dans les comptes, puis ça n'a pas été réévalué. Donc on se retrouve avec une valeur là de 2 milliards qui est le cumul du passé. Donc on peut penser que selon l'endroit où c'est mis dans le foncier, ça peut valoir plus. Mais admettons que ça vaut quand même que 2 milliards. Ok, admettons. Donc lui, il dit que par rapport à la capi d'1,5 milliard, il pense qu'il faudrait l'ajouter, etc. Alors moi, ma vision, c'est ça. Qu'est-ce qu'on doit en penser de ces actifs cachés, donc catégorie 4 de Peter Lynch, hein, qu'on avait vu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on doit en penser de ça par rapport au 1,5 milliard? Est-ce qu'il faut l'ajouter? Donc moi, ma réponse, c'est ça. C'est non. Moi, j'ajoute pas le foncier qui a une certaine valeur, je l'ajoute pas. Et je pense qu'il est peu probable que la direction va faire une revalo du foncier par un spin-off. On pourrait imaginer que la direction, la famille Lemort, décide que la partie ImoSteph, qui a tout le foncier en fin de compte du groupe Steph, qui a tout le foncier, qui est bien coté, hein, c'est une filiale 100% de Steph coté, le foncier. Hein, okay, il pourrait dire je vends 20%, je le mets en bourse, et puis nous on garde 80%, puis en fait on va se retrouver avec une valeur en bourse qui va monter au-delà des 2 milliards, probablement. Et puis donc ça va valoriser un peu notre titre en bourse, un peu ce qu'a fait Vincent Bolloré sur UMG. Voilà. Moi je pense qu'ils vont pas le faire et je vais vous dire pourquoi. Par contre le foncier qui est caché dans les comptes, ça a quand même une certaine valeur, à la fois pour les prêteurs, donc les banques, et puis pour les actionnaires. Mais moi je ne la prends pas en cadre dans la valo et puis je vais vous expliquer pourquoi. Donc ça vaut de la valeur, ok, mais en fait ça vaut de la valeur, mais si tu dis que tu n'additionnes pas, ça sert à quoi en fait? Donc le rôle des actifs à valeur cachée, comme par exemple ici sur Steph, je pense que si ça va mal, c'est un bon amortisseur pour retrouver du cash. Steph, ils ont énormément de fonciers, hein, ils ont plus de 300 entrepôts, etc. Donc je vous donne ici l'exemple de Samsey qui a aussi beaucoup de fonciers en propre. Ce qui s'est passé à Samsey en 2020, lorsqu'il y a eu le confinement, il y a eu le Covid, donc avec tous les magasins de Samsey qui ont été fermés, et ils se retrouvaient donc au mois de mars, à partir de mi-mars, 17 mars, il me semble, tout le confinement en France qui est décrété jusqu'à nouvel ordre. Donc ils se sont retrouvés avec le chiffre d'affaires qui tombait à zéro, et donc ils se sont dit, on va faire comment? Parce qu'au-dessus on a de la dette, ils avaient pris 180 millions de dettes pour racheter une part, enfin bref, de Blackstone, mais bref, ils se retrouvent avec de la dette en haut, dans la famille, dans la holding en haut, et puis le chiffre d'affaires qui tombe à zéro. Ben, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris la décision de vendre du foncier. Donc ils ont vendu un petit peu de bâtiments, ils ont vendu pour à peu près, il me semble que c'était dans les 25 millions qu'ils ont récupéré, et donc ils se sont retrouvés à l'été avec 25 millions de cash parce qu'ils avaient fait des promesses de vente sur leur foncier. Donc voilà en fin de compte. L'idée c'est que ça donne une certaine résilience par rapport à la faillite. Si un beau jour pour Steph, ça se passe pas bien pour X raisons, ils ont tous foncier qui pourraient vendre, évidemment vendre plutôt la partie qui n'est pas stratégique, mais ils pourraient vendre la partie foncière et se retrouver donc locataires de cette partie-là, mais juste un petit bout, ils pourraient vendre 4-5 entrepôts sur les 200-300 qu'ils possèdent et récupérer quelques millions d'euros. Ça fait de la trésorerie pour payer les coûts fixes, pour payer de la dette, etc., remonter des coupons, etc. Donc voilà, premier truc, c'est que les actifs cachés, si c'est liquidable, c'est-à-dire que ça peut être vendu, en fait, ça donne une certaine résilience par rapport à la faillite. Okay, donc c'est une première raison. Donc quand vous êtes actionnaire de ça, c'est plutôt pas mal. Même si on ne le retrouve pas dans la valo, c'est plutôt pas mal. Après, le deuxième truc, c'est que ça peut rassurer les banquiers pour obtenir des prêts à des taux avantageux. Les banquiers qui prêtent de l'argent, je rappelle, ils passent avant les actionnaires quand il y a liquidation. Hein. Okay, c'est ce qui se passe, par exemple, c'est ce qui se passe pour Casino, en fait. Il y avait beaucoup de dettes. Donc Casino est en train de liquider. Et donc, un scénario du pire, quand vous avez une société qui se retrouve en difficulté, en faillite, en fin de compte, les banques ont la main. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même regarder les engagements qu'il y a de la banque quand il y a des prêts.
Donc les banques, en fin de compte, elles prêtent de l'argent et elles aiment bien qu'il y ait en collatéral, qu'il y ait du foncier en propre. Voilà, des actifs tangibles. Parce que c'est liquidable, quoi. Pourquoi parles-tu d'actifs cachés? Parce qu'ils apparaissent bien au bilan? Oui, ils apparaissent au bilan, mais tu regarderas dans les comptes de Steph, il n'y a pas 2 milliards d'immobilisation corporelle, parce qu'ils ont été amortis. C'est la différence entre valeur brute et valeur nette. Donc tu peux te retrouver avec du foncier qui est amorti. Alors le foncier, le terrain, on ne l'amortit pas, mais par exemple, je suppose que tu as acheté un terrain en 1990 pour, allez, on va dire, 6 millions de francs, ce qui fait 1 million d'euros à la louche. Ok? Donc ton terrain de 1990 à 1 million d'euros, il est toujours en 2023 à 1 million d'euros. Ok? Par contre, si tu le vends, peut-être qu'il en vaut 4. Et tu vas faire une plus-value de 3 millions. Ok? Alors, c'est ça la valeur, elle est cachée. Elle est bien dans les comptes, mais elle n'est pas la vraie valeur en fait. Voilà, donc c'est ça que je veux dire quand il y a des actifs cachés. Ou ça peut être si tu prends le spin-off de Bolloré sur UMG. UMG était dans les comptes de Bolloré, en fait, de Vivendi pour être précis. UMG, donc Universal Music Group, était dans les comptes de Vivendi depuis l'époque Messier dans les années 2000. Donc Bolloré, c'était dans les comptes, puis c'était caché, c'était pas une valeur, j'irais, réactualisée de l'année 2022. Puis quand Bolloré il a mis ça en bourse, il a sorti plus de 30 milliards. Alors que dans les comptes, c'était pas à 30 milliards. Voilà. Donc c'est ça en fin de compte que je veux dire quand il y a des actifs cachés. Ok? Donc voilà pour cette histoire de Steph. Si je reprends un autre exemple, TFF, donc TFF c'est les leaders, donc c'est Tonnellerie François Frères, TFF, donc c'est une société qui est leader mondial dans le tonneau, qui est une société française, son siège social est en Bourgogne, et puis donc ils ont beaucoup de stocks de bois parce qu'il faut beaucoup de bois pour faire des tonneaux. Et si vous regardez par exemple, là je vous ai pris ici en photo, c'est lorsque je suis allé faire l'assemblée générale de TFF à l'automne là. Donc on est allé en Bourgogne. Et puis donc ils ont beaucoup de bois en stock, en propre. Alors si on regarde les comptes, on prend les comptes par exemple du 30 avril 2023, vous avez la partie stock et en cours, 345 millions. Il y a 345 millions de valeur de stock de bois dans le groupe TFF. Alors TFF c'est un groupe mondial, hein. Le bois il est éclaté je dirais dans plein d'endroits dans le monde. Hein. Mais au siège, en fait, le stock en lui-même il se voit, parce qu'il a l'air libre, ça se voit. Il est ici. Bon là on voit pas, mais un bonhomme c'est tout petit à côté. Donc il y a vraiment des grosses hauteurs de bois, puis il y en a tout plein. Voilà. Donc là vous vous retrouvez avec beaucoup de bois, 345 millions de bois. Donc lorsque j'ai fait l'assemblée générale de TFF, en fin de compte il y a eu la question, en fait votre stock de bois, si jamais vous êtes amené à tout vendre, combien ça vaut vraiment? Parce que vu qu'ils accumulent leur stock sur plusieurs décennies, eux aussi en fait, hein, parce que le bois il faut le vieillir pour que le tonneau il soit bien, etc. Un peu, j'irais à l'image de Steph qui rachète des terrains ou Samsé qui rachète des concurrents. C'est une grande stratégie, hein, vous rachetez au fil de l'an, puis vous mettez dans les comptes à la valeur d'achat, puis vous réactualisez pas. Ok? Donc, combien ça vaudrait votre stock de bois? Là, ils ont dit oui, effectivement, ça vaudrait plus, peut-être 50% de plus, 60% de plus. Mais ils ont répondu, mais vous savez, si on vend tout notre bois, après on peut plus travailler, quoi. Donc c'est pour ça que faites attention sur cette valeur de Steph a beaucoup de fonciers, s'ils vendent tout leur foncier, ils se retrouvent locataires. Puis si le propriétaire il veut les virer, il les vire et ils peuvent plus travailler. Enfin, bon, vous voyez, il y a une certaine logique d'avoir, des actifs en propre qui pour des raisons comptables, de choix comptables, ils considèrent de ne pas le réévaluer à la valeur de marché. Donc on se retrouve avec un actif qui est dit caché, mais des fois il n'y a pas vraiment de sens de le vendre en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc TFF a beaucoup de stocks de bois, mais en fait ils vont pas le vendre. C'est leur matière première pour travailler. Ok? Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que faites attention à pas trop focaliser sur ça, sur il y a des actifs cachés, ça vaut moins, etc. Ça peut faire une value trap parce que TFF ça va toujours avoir un stock de bois qui est élevé, mais en fait ils vont jamais le vendre. Donc cette valeur qui est à 345 millions, en fait, elle pourrait être à 500 ou elle pourrait être à 100 avec la même quantité de bois. En fait ça change pas que la boîte elle en a besoin pour travailler, puis elle fait toujours cette marge. Des marges de 26% sur le bois, etc. Et ils font toujours ça, quoi. Ok? Alors maintenant, on se pose la question de la revalorisation un jour. Est-ce que ça va arriver? Comme on l'a vu par les exemples que l'on a, notamment avec TFF et puis le stock de bois, parfois il est possible que ça arrivera jamais, quoi. Après, il existe quand même des cas où il y a une revalorisation qui peut intervenir. C'est lorsqu'il peut y avoir une OPA ou une opération, je dirais, plus globale sur la cote, avec une sortie de cote ou une offre publique d'échange, parce qu'à ce moment-là, vous allez avoir des analystes qui vont devoir revaloriser les actifs, puis on va peut-être se remettre à la juste valeur de certains actifs. Donc en mode catalyseur, on peut avoir aussi la vente d'un actif, même partiel,
comme on l'a vu par exemple avec Samsey qui avait vendu une partie de son foncier. Vous pouvez très bien avoir aussi un spin-off, donc une participation financière qui sort et puis qui se retrouve en bourse, comme l'avait fait par exemple Vivendi avec UMG. Vous pouvez aussi avoir un changement de norme comptable qui impose en fin de compte de réévaluer la société. Alors en nota, c'est important de le comprendre, il existe des sociétés qui revalorisent tous les ans leurs principaux actifs. Donc c'est le cas notamment des foncières qui publient ce qui s'appelle des actifs nets réévalués. Donc actifs réévalués, donc ils le remettent à la valeur du marché, à la valeur par exemple de l'année 2024, et puis net, sous-entendu, net de dette. Alors donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire là sur les actifs cachés? Donc déjà, ça se trouve en fin de compte dans les comptes. Et nous, on pense que la valorisation actuelle, elle est beaucoup plus forte que celle qui est inscrite dans les comptes. Il y a un gisement de création de valeur qui est donc potentiel ici. Par contre, il faut un catalyseur pour la révéler. Et parfois, il est possible que ça n'arrive jamais. Par contre, si une partie de l'actif, il est liquidable, c'est-à-dire vendable, cela offre une certaine résilience à la société, comme on l'a vu. Quand vous êtes en difficulté sur les perspectives avec par exemple un confinement, puis que vous avez des actifs qui peuvent être liquidables, bah, vous pouvez toujours en vendre un petit bout, ça ne vous empêchera pas de continuer à exploiter, pour autant vous allez récupérer rapidement du cash. Voilà, donc j'en ai fini avec cette vidéo. Donc comme d'habitude, un petit pouce en l'air, un petit like, un petit partage, un commentaire, ça fait toujours bien plaisir. Et je vous invite à vous inscrire à ma newsletter afin de bénéficier d'une demi-heure de cours gratuits sur la lecture des états financiers, de mes dernières analyses de sociétés cotées et tout un tas de contenus exclusifs que je réserve aux inscrits à cette newsletter. Voilà, sur ce, je vous dis prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!